Hi everyone, thank you for being here. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, la table ronde, c'est donner plus de place aux femmes dans l'élaboration des politiques. Nous avons les données de ONU Femmes qui signalent qu'en 2024, il y avait 23,3% de femmes chefs de gouvernement, mais aujourd'hui, on n'en a plus que 22,9%. Et il y a 27 États qui sont actuellement dirigés par des femmes. Si vous êtes d'un pays dirigé par une femme, levez la femme. Alors, on est dans les merdes, comme on dit en français, dit-elle en français. Alors, nous avons des intervenants extraordinaires qui sont ici, pas pour nous dire que tout va très bien. Il faut vraiment faire face à la réalité pour savoir naviguer ces périodes de crise où on ne va pas s'amuser à citer les données ou voir une seule personne qui dit « j'ai une femme chef d'État ». Nous aurons Eleonore bientôt. Nous avons Linda Rama, qui est chercheuse et militante pour les droits civiques et d'Albanie. Nous avons Huma Abedin, qui est chef de cabinet de l'office de la secrétaire Hillary Rodham Clinton, qui est élue pendant 27 ans. Nous avons Madrid, qui est directeur général et directeur des partenariats institutionnels mondiaux de la Fondation Aga Khan. Nous avons Jackie Jones, directrice du programme Leadership des femmes et programme d'apprentissage pour les adolescents et les jeunes de la Fondation Gates. Et nous avons Pedro, vice-président des programmes Open Society Foundation. Et nous avons Michelle Milford-Morse, qui est vice-présidente de stratégie pour les filles et les femmes de la Fondation des Nations Unies. Alors, Linda, je vais commencer par vous. Nous sommes en 2025 et on met en question les sciences et les données. Et votre travail est fondé sur les données et sur la recherche fondée sur les données. Comment est-ce que vous arrivez à travailler dans votre groupe de réflexion? Merci, Tricia. Je suis ravie d'être là. Les données sont essentielles, même si on les met en question, mais bien sûr, nous vivons une période où on a besoin d'améliorer les données, de les faire réagir de manière plus rapide et d'avoir des données plus intelligentes. Bon. Je suis d'Albanie. L'Albanie est un des pays les plus avancés pour les données relatives à la parité. Nous avons plus de 40% de femmes ministres, environ 40% au Parlement. Nous avons plus de 50% de fonctionnaires. Nous avons un pourcentage important de juges et de magistrats, et également pour la police et la défense. Nous avons 13 maires. Et il y a quelques années, nous n'avions qu'une, et nous avons 44% des collectivités locales. Alors, nous avons une femme qui est ministre de l'Intelligence artificielle en ce moment. Elle est censée prendre des décisions très importantes et je crois qu'il est intéressant de signaler son rôle. Pourriez-vous nous dire comment vous avez réussi ce pourcentage de représentation de 50% de femmes? Bon, je peux vous dire de mon expérience, c'est que le système de quotas a marché. Au début des années 2000, la société civile a exercé beaucoup de pression parce qu'il y avait très peu de femmes, il y avait très peu d'opportunités. Et nous avons réussi à sensibiliser les décideurs à cette question. Et je peux vous dire que mon mari, qui était 3 fois maire de Tirana, il est actuellement Premier ministre. C'est son 4e mandat et c'est lui qui a vraiment défendu l'importance de la parité homme-femme et pour une représentation hommes-femmes à tous les niveaux.
Alors, je le cite parce que c'est l'exemple d'un seul homme qui occupe un poste important, peut vraiment faire la différence avec son esprit ouvert. Il fait confiance aux femmes et ce n'est pas une concession qu'il fait, c'est une façon de fixer des normes pour la direction du pays. Et je dirais qu'il y a une partie de la charge qui incombe au gouvernement. Il y a également le lien à l'adhésion à l'Union européenne. Il y a des discussions sont en cours et nous avons besoin d'avoir des femmes à tous les niveaux de l'administration. Alors, cela fait 20 ans que nous avons de plus en plus de femmes au gouvernement et à tous les niveaux de l'administration afin qu'elles puissent assumer ces responsabilités. C'est très important pour notre pays. Merci. Et maintenant, Michel, je voudrais vous parler. Alors, vous représentez les Nations Unies, mais malheureusement, on n'a plus confiance en l'ONU pour la justice, pour avoir un vrai impact. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui ne va pas aux Nations Unies et qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer la confiance, et notamment chez les jeunes. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous faites qui marche bien et qui n'est pas signalé, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de pertes de soutien à l'ONU, mais il faut que le personnel de l'ONU a perdu beaucoup de vies. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes en défendant les droits des plus vulnérables. Alors, et maintenant, nous avons Éléonore Carrois qui représente la République française qui nous rejoint. Alors, merci Trisha d'avoir posé une question aussi simple. Bon, bien sûr, j'accepte le constat de base. On n'a plus confiance en l'ONU. Mais qui sont ces personnes? Je peux vous dire que ceux qui dépendent de l'ONU pour la nutrition, pour l'aide humanitaire, ces personnes ont confiance en l'ONU. Alors, ceux qui n'ont pas à réfléchir à leur survie peuvent réfléchir de manière différente. Alors, il faut savoir de qui on parle lorsqu'on dit que des gens ne font plus confiance à l'ONU. Qui sont ces gens? Bon, il y a des personnes, par exemple, qui s'occupent des différents problèmes. À l'ONU, nous avons un budget qui a été réduit, réduction de personnel, réduction de toutes sortes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse restaurer la confiance dont bénéficiait l'ONU dans le passé, et cela pour aider les personnes vulnérables à travers le monde? Alors, pour restaurer cette confiance, il faut que les États membres écoutent leurs citoyens. Nous avons les représentants, qu'ils soient les meilleurs ou les pires. Bon, ce sont les représentants des pays et il faut que les États membres consultent les citoyens pour savoir ce que le citoyen veut de cette coopération mondiale. Bon, il faut que les gouvernements collaborent. Même aux États-Unis, la majorité des Américains acceptent la nécessité d'avoir l'ONU, mais nous n'avons pas assez de personnes qui sont là pour l'ONU. Et je dois signaler que l'ONU est fermée à la société civile à cause de ces réductions d'effectifs, de budget, etc. Alors, il faut voir la réforme, évidemment, mais la réforme doit s'adapter aux besoins de la planète et de la population, et il faut que les femmes y participent. Alors, on le voit dans la charte de l'ONU, l'égalité des hommes et des femmes, c'est cité dans la charte de l'ONU. Alors, aucun processus de réforme ne peut sacrifier les droits des femmes, que ce soit des droits humains ou le droit à la parité. C'est ainsi que nous pourrons avoir confiance en le système. Merci. Et maintenant, nous avons Éléonore, qui est ministre déléguée chargée de la francophonie et des partenariats internationaux, qui représente la République française. Alors, on ne veut plus parler de féminisme, ni de diversité, égalité ou d'inclusion. Et la France vient de réexprimer
son engagement en faveur des droits des femmes. Et je voudrais savoir ce que vous faites en matière de politique étrangère afin que vous puissiez aider les autres pays à défendre les droits des femmes. Et est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que c'est juste une façade? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse pour les femmes? Merci, merci Trisha et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de parler de ce sujet tellement important. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'en 2025, que nous soyons obligés de défendre de manière aussi forte et dans un climat de peur qu'on voit avec cette ambiance de représailles à travers le monde. Pour répondre à la question, la France est convaincue qu'il est impossible d'avoir une politique saine, d'avoir la paix, d'avoir une économie florissante si on néglige la moitié de l'humanité. Cela paraît évident, mais il faut le réitérer vu le climat actuel. Alors, en 2020, le président Macron a dit qu'il allait être chef de file dans ces questions politiques en France et voulait qu'il y ait une vraie diplomatie féministe. Et lorsqu'on parle de diplomatie féministe, cela veut dire que d'autres pays doivent adhérer à ces principes, à ces valeurs et qu'ils reconnaissent la nécessité d'avoir la participation active des femmes, ce qui veut dire qu'il faut promouvoir des femmes ambassadeurs, des chefs de service, etc. Moi, je suis la seule femme ministre du corps diplomatique en ce moment. Et il ne faut pas dire que je sois ministre parce que je suis une femme, mais parce que je suis ministre et femme, je doit reconnaître l'importance de ce rôle. Il y a d'autres pays qui montrent l'exemple aussi, mais vous ne pouvez pas avoir une vraie égalité si vous n'avez pas les dispositifs réglementaires qui assurent cette égalité. Bon, on peut dire qu'il faut des quotas ou il ne faut pas de quotas, mais on voit qu'aujourd'hui, nous n'avons que 27 femmes chefs d'État. Alors, il n'y a qu'un tiers d'élus femmes au Parlement du monde. Est-ce que c'est parce que nous sommes moins compétentes? Bien sûr que non. Ah non. Moi, je voudrais juste dire que vous n'avez jamais eu de présidente en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez être présidente, comment est-ce qu'on peut vous faire élire? Bon, vous voulez lancer la campagne? Non, je plaisante. Ce sont des processus et ce n'est pas le seul paramètre à quantifier, mais bon, nous avons eu une femme première ministre, Elisabeth Borne. C'était la première fois en France. Bon, c'est un message important. Alors, on vous dira bien sûr que c'est une différence nord-sud. Moi, je viens d'un matriarcat et c'est la partie sud de mon caractère. Je ne vous dirai pas d'où je viens parce que je représente la République française ici, mais je vous dis que ce n'est pas l'opposition nord-sud, ce n'est pas le sujet. Nous devons tous défendre ce mouvement parce que nous avons besoin de femmes autour de la table. Et bien sûr, il faut inclure les hommes, c'est sûr. Mais si nous voulons avoir ces discussions, nous ne pouvons pas les avoir juste entre nous. Nous avons besoin d'avoir la participation des hommes aussi. Moi, j'ai un fils et une fille et j'explique plus à mon garçon l'importance du féminisme parce qu'il faut vraiment que nous défendions tous cette cause. Alors, on parlait d'hommes, alors on a quand même un homme, non, même deux hommes ici. Alors, Matt Reed,
J'ai entendu une fois en Inde un journaliste qui disait « Nous parlons anglais, mais c'est là où nous perdons la majorité de la population qui ne parle pas anglais. » Alors nous avons parlé de ces macro-politiques et comment avoir une femme présidente, mais qu'est-ce qui manque sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour avoir des réformes structurelles afin que les femmes aient les compétences nécessaires pour se défendre? Bon, moi, je veux bien être l'homme symbolique. Je vais parler anglais, je ne voudrais pas vous infliger mon français. Bon, il est important de dire que la Fondation Aga Khan reconnaît l'importance de la participation des femmes, et cela depuis le début du travail de la Fondation et de ce que nous appelons le réseau de développement d'Aga Khan. Si vous pensez à l'Aga Khan numéro 3, qui a créé les premières écoles à Cochin en Inde et à Zanzibar, ça c'était en 1905. Il a donné des instructions à sa communauté. Il a dit s'il faut choisir entre la scolarisation d'une fille ou d'un garçon, il faut choisir les filles. Alors, vous voyez l'engagement en faveur de la participation des femmes dès le début. Alors, cela fait 60 ans maintenant que nous travaillons. Nous avons une unité de mesure, c'est la communauté, c'est la participation des communautés. Tout ce que nous faisons, c'est à travers les groupes qui s'approprient les programmes. Alors là, il est essentiel que ces groupes soient représentatifs. Alors, dès le début, nous créons ces groupes en ayant la parité hommes-femmes. Nous avons des personnes d'ethnie et de religion différentes parce qu'il faut créer ces passerelles de cohésion sociale. C'est intégré dans notre travail. À titre d'exemple, chaque année dans notre réseau, nous avons 60 000 organisations communautaires, dont la moitié sont dirigées par des femmes ou sont 100% femmes. Alors, vous voyez les groupes. Vous avez les groupes pour l'épargne, pour l'agriculture, pour la gestion de l'eau, etc. Alors, il est important de le faire au niveau de la communauté. Ensuite, lorsqu'on pense à la participation des femmes dans les zones où nous travaillons, en Asie centrale et du Sud, Afrique de l'Ouest et un peu au Moyen-Orient, il faut penser aux obstacles structurels à la participation. La plupart des femmes dans ces régions passent 50 heures par semaine à chercher de l'eau et du bois. Et ensuite, il faut faire le travail encore plus. C'est extraordinaire. Alors, si vous voulez libérer leur potentiel, il faut libérer le temps libre. Nous collaborons avec des communautés lorsqu'elles priorisent leurs propres besoins pour l'eau, l'irrigation, l'eau potable, l'assainissement, etc., l'énergie. Alors, pour les politiques et le développement féministe, il faut consacrer plus de temps à la réflexion fixée sur ces fondamentaux afin d'avoir une meilleure participation. Alors, merci, Matt. Alors, on parle d'obstacles structurels. Mais si vous voulez participer à la vie politique de nos jours, il ne faut pas être trop sensible. Il faut accepter d'être ciblé en ligne. Ailleurs, vous avez des agressions. Il y a des critiques de votre corps, de tout ce que vous faites. Un homme ne subirait jamais ces critiques. Comment est-ce qu'on peut prendre le contrôle, dissiper ces orages pour se défendre? Alors, je suis assise entre deux femmes dirigeantes qui représentent des symboles qui semblent être remis en question de nos jours, comme les gouvernements et les institutions. La confiance dans les institutions s'érode depuis quelque temps. Et il y a des mouvements à leur encontre, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis investie en politique. Et c'est ce qu'on dit en politique, la culture en question, la culture pour les femmes en politique. À l'époque, sous Madame Clinton, ce qui révèle mon âge, montre bien des dynamiques de genre qui se produisent même tout en haut de l'échelon hiérarchique. Et il faut
de l'adaptation. Et l'adaptation, cela passe par le fait de ne pas être trop sensible. C'est difficile. Après 28 ans en politique aux États-Unis, ma mission dans la vie, c'est de créer des espaces où les femmes peuvent trouver des mentors et créer des capacités de networking. Parce que bien souvent, j'ai entendu, y a-t-il de l'enthousiasme, y a-t-il aucun enthousiasme quant au fait d'avoir des femmes en situation de pouvoir? Il y en a et je le sais parce que j'étais dans cette situation, j'ai été sur ces scènes, dans les rues, j'ai constaté de mes propres yeux tout cet investissement. Et à chaque fois qu'il y a un échec, quelle que soit la raison, quand on ne voit pas les femmes comme des leaders vraiment de l'exécutif, on a l'impression d'être dans des situations d'échec, mais quand on réussit, quand on voit la situation de la dirigeante de la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui va parler de son expérience bientôt, on se rend bien compte de toute l'infrastructure qui a été construite pour soutenir les femmes, pour qu'elles puissent être en position de pouvoir au sommet. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des partenaires masculins aussi, pour pouvoir leur dire « ça suffit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre soutien ». Et à mon sens, ce sont des éléments qui peuvent faire toute la différence. C'est important de réussir à monter dans l'échelle hiérarchique, mais c'est aussi important de pouvoir y rester. Parce que j'aurais bien voulu voir une dirigeante aux États-Unis, et ce n'est pas arrivé pour de nombreuses raisons très complexes. Mais on l'a déjà dit 1 million de fois, une femme aux États-Unis est toujours soit trop jeune, soit trop âgée pour effectuer un travail. La personne qui est choisie, c'est toujours un homme. Et pour bien répondre à votre question, eh bien, je pense que il faut combattre ce qui est faux. Quand je suis entrée en politique, on m'a dit plein de choses à propos de moi qui étaient complètement fausses. Et à l'époque, la culture politique consistait à dire « Ok, j'accepte tout ce qu'on dit par rapport à moi ». Et le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, vous avez tant de dignité face à cela », alors qu'on répandait des mensonges à mon encontre. C'était terrible et on laissait ces mensonges et ce bashing se produire. Mais il faut réussir à tirer parti de ces situations-là à son avantage. Il me semble que la présidente française concentre des efforts absolument formidables pour se défendre par les voies légales, et c'est très bien. Et si on a la capacité de le faire, si on a une plateforme publique sur laquelle on peut s'exprimer, eh bien, il faut le faire. C'est le changement que je veux mettre en avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Quelqu'un en Irlande a déclaré que dans le temps, il y avait une espèce de panel du commentaire le plus sexiste qui avait été formulé semaine par semaine. Et donc, il y avait une forme de reconnaissance pour dire stop à ces agissements. Alors, Pedro, pouvez-vous nous parler des stratégies que vous mettez en place pour soutenir les femmes en première ligne et pour les organisations internationales qui veulent tendre la main à des leaders autoritaires, fascistes, mais en même temps faire en sorte d'avoir une bonne image, de redorer leur blason de dirigeants? Qu'est-ce que vous leur dites en fait? Est-ce que vous leur dites « Ah non, on veut faire du bon travail dans ces pays, on veut avoir accès à ces pays ». Quel est votre message en tant que bailleur de fonds aux autres bailleurs de fonds pour les personnes qui se battent vraiment au front finalement, et comment faire? Merci, et je suis aussi ravie d'être un homme symbolique dans la pièce aujourd'hui. Mais je pense aussi que c'est vraiment attristant de voir qu'il n'y a pas assez de participation masculine finalement parmi nous tout de suite. Et j'espère que nous arriverons à faire du 50-50 bientôt, à l'avenir.
Alors je pense que le premier message que je veux envoyer aujourd'hui, c'est que pour la situation que nous avons aujourd'hui, entre l'effondrement de la démocratie et nous, le seul garde-fou que nous avons, ce sont les femmes en politique. Les femmes en politique, ce sont elles qui protègent la démocratie, mais qui la réinventent aussi. Et ce sont elles qui apportent de nouveaux regards. Donc si on veut réussir à faire de ces changements une priorité, le changement de notre époque, alors nous devons faire en sorte que les femmes aient accès aux espaces politiques et à haut niveau. Évidemment, les femmes votent, elles sont électeurs dans de nombreuses parties du monde. Donc cela permet de lutter contre l'image de l'homme fort que l'on a dans certains pays. Mais il y a aussi des innovations qui sont apportées. Par exemple, on a l'exemple de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, mais aussi la gouverneure de la ville de Mexico. Ce sont des femmes qui mettent vraiment en avant un son tout particulier à créer ces espaces et à les maintenir. Au sein de la ville de Mexico, nous avons été ravis d'œuvrer en collaboration avec cette initiative, avec Madame Lopez, créer des espaces de soins et les mettre au cœur de son mandat. Mais on ne demande pas simplement d'hommes et de femmes politiques. Quand on est capable d'être tous ensemble à la table des discussions, on peut arriver à plus de résultats que par le passé. Donc soutenir la présence et la participation des femmes dans ces espaces est extrêmement important. Il faut également créer des espaces et aider les femmes à y rester parce qu'elles font face à des défis qui sont absolument incomparables aux défis qui se posent aux hommes. Il est très difficile pour les femmes d'accéder au pouvoir, mais aussi d'y rester. Alors, l'une de nos priorités actuellement, c'est de créer des stratégies pour que les femmes puissent rester au pouvoir, que ce soit un pouvoir parlementaire, exécutif, dans un espace international. Et il me semble que le travail en réseau, le networking est très, très important. Quand les femmes prennent conscience du fait qu'elles ne sont pas seules, quand elles ne sont pas la seule femme dans la pièce, au sein d'un conseil ou d'un comité, quand elles se rendent compte qu'il y a d'autres femmes comme elles, aux mêmes endroits, qui font face aux mêmes problématiques, c'est absolument révolutionnaire. Et c'est pourquoi des efforts de philanthropie sont consentis actuellement, bien sûr pour autonomiser les femmes, pour les encourager, pour faciliter l'accès des femmes au pouvoir. C'est la beauté de ce networking, de ces femmes en situation de pouvoir, par exemple en Afrique, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis. C'est ce qui permet aux femmes de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et que les problématiques auxquelles elles sont confrontées ne sont pas des défis individuels, ce sont des problématiques auxquelles on peut répondre de manière collective. Merci beaucoup, Pedro. Jackie, vous travaillez dans un espace tout à fait essentiel pour les adolescents et les jeunes. Dans un nombre de pays, je ne sais même pas dans combien de pays vous opérez, vous faites un travail absolument formidable. Comment pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour réduire les écarts et passer des discours purement théoriques à des actions concrètes de construction de capacités pour les jeunes femmes? Quels sont les programmes sur lesquels vous travaillez actuellement? Merci beaucoup, Trisha. Je crois que je suis la dernière intervenante, donc cela sera très bien pour conclure la session. Alors, au sein de mon organisation, la Gates Foundation, nous travaillons sur de l'innovation, nous disposons de preuves, de données, et c'est la base de notre travail. Nous avons investi, et nous le faisons depuis des années, pour les femmes, et nous posons la question suivante. Que nous dit la recherche? Qu'est-ce qui constitue un obstacle à la présence des femmes? Et tous les intervenants l'ont déjà expliqué, il y a 3 facteurs clés et qui ne sont pas révolutionnaires, mais lorsqu'on y réfléchit en tant qu'individuel et qu'on amplifie cette idée au sein des gouvernements, du secteur privé, de la société civile,
eh bien, tous ces systèmes doivent s'articuler et travailler ensemble. Tout d'abord, il faut un espace sécurisé. Si on ne se sent pas en sécurité, on ne reste pas là où on est. On veut s'en aller au plus vite. Ensuite, il faut avoir des infrastructures de soins. Mon collègue Pedro l'a mentionné. Sans ces infrastructures pour les hommes et les femmes, alors il n'est pas possible de prendre soin des enfants, des personnes âgées. Il n'est pas possible de s'épanouir et d'atteindre son plein potentiel. Et pour cela, il faut des mentorats et des systèmes de formation et d'aide. Si on n'est pas guidé, on ne peut pas devenir la personne que l'on pourrait être. Et donc c'est très important d'avoir ces modèles-là pour la jeunesse. Les jeunes posent les questions clés. Ils n'ont pas l'impression qu'on les maintient en arrière. Plus ils grandissent et plus le système devient un obstacle et plus ils ont l'impression qu'on les empêche de progresser. Mais quand il y a une personne dans la pièce des négociations qui se bat pour nous, mais qu'on n'est pas là, eh bien, on n'est pas gagnant. Il faut pouvoir être présent. Donc, il faut qu'il y ait une participation des jeunes, notamment des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes. Et la façon de gérer cette situation est extrêmement importante. Et comment est-ce qu'on agit sur les espaces de divertissement, là où les jeunes obtiennent des informations, là où ils cherchent à obtenir de l'inspiration. Et donc, c'est là que nous agissons parce que c'est ce qui marche. Merci beaucoup. Je comprends bien qu'en dehors de ce contexte privilégié où nous nous trouvons, il y a la situation en Ukraine et en Russie, Palestine, Israël. Le gouvernement français s'est mobilisé constamment. Vous reconnaissez l'État de Palestine et je le mentionne parce que ce sont souvent des femmes qui sont sur les premières lignes réellement des conséquences des conflits. Alors, qu'est-ce que vous faites pour soutenir ces travaux au niveau de la France? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Comment réussissez-vous à mobiliser des puissances étatiques pour arriver à des résolutions? Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à cette question, mais il me semble très important que nous ayons envie tous de répondre à ce type de questions. Parce que même si aujourd'hui nous parlons de femmes en situation de pouvoir, nous sommes tous conscients et inquiets vis-à-vis de la situation dans le monde. Alors, je pose la question parce que Éléonore a été une figure clé dans la mobilisation de l'État en France pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc, je tiens à vous jeter les lauriers que vous méritez. Merci, j'apprécie beaucoup la démarche. Mais en fait, ma réponse, c'est qu'il est essentiel, quand on parle de femmes en situation de pouvoir, de parler des vraies problématiques auxquelles nous sommes confrontés, de parler du cœur de la diplomatie, mais aussi de la soft diplomatie, parce que tout est lié. Et le fait de parler de femmes en situation de pouvoir, en fait, ce n'est pas différent du fait de parler de la résolution de conflits, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine ou dans d'autres régions en Afrique, au niveau des Grands Lacs. Et alors, même si je ne m'attendais pas à cette question, cela ne veut pas dire que je ne veux pas y répondre, bien au contraire. Donc, je pense qu'il est très important de travailler ensemble. La France a joué un rôle historique et j'ai fait partie d'un grand nombre de personnes qui, au Parlement, ont encouragé le président Macron à avancer dans le fil de ses idées pour la reconnaissance de la Palestine. Voilà qui ouvre la porte à une reproduction de cette décision pour d'autres pays. Et vous avez entendu la situation ce matin et nous sommes tous inquiets de la situation actuelle. Des conflits absolument dévastateurs se produisent actuellement. Lundi dernier, j'étais à Genève, d'ailleurs, et je parlais avec la Croix-Rouge, un interlocuteur de la Croix-Rouge de haut niveau, qui m'a parlé de la situation en Palestine, de la situation à Gaza, et cette personne me disait que c'était vraiment une situation inédite de toute sa carrière à la Croix-Rouge. Elle n'avait jamais vu une situation aussi terrible. Donc c'est absolument terrible. Il y a une grande urgence qu'il nous faut absolument affronter. Nombre de pays sont mobilisés et font la part du travail qui leur incombe pour une paix juste et durable, que ce soit en Ukraine ou en Palestine. Encore une fois, je parlais des Grands Lacs, mais on pourrait parler de bien des régions qui connaissent des conflits absolument dévastateurs et où la mobilisation humanitaire est absolument nécessaire et où il faut
aider les femmes à prendre part aux discussions. Et bien sûr, nous le savons, le viol est utilisé comme arme de guerre. Et c'est une arme particulièrement puissante dans le cadre de ces conflits. Une femme est violée toutes les 4 minutes dans le monde. Et lorsqu'on entend un chiffre pareil, je pense que ça doit vous faire vous dresser les poils, en fait. Cela montre bien à quel point on est loin de nos objectifs. Et sur une perspective de genre, on voit bien toute l'ampleur du travail qu'il reste à fournir. Les femmes font partie intégrante de la solution. Et pour une paix juste et durable, elles doivent être incluses dans les processus de discussion, de négociation, dans les pays qui sont aussi concernés par ces conflits. Alors j'aimerais conclure en disant qu'il est important de toujours tenir compte de ce regard, de cette perspective de genre, non pas parce que c'est une lubie, une obsession ou parce que je dis ça en tant que femme ministre, non, c'est parce que c'est très important en soi. Alors, je le dis comme si j'étais au Parlement, excusez-moi, c'est que j'étais encore au Parlement il y a 2 semaines pour un texte de loi qui inclut la perspective de genre, justement, et c'est quelque chose que nous faisons, il me semble, correctement en France et qui pourrait peut-être être un modèle, faire des émules dans d'autres pays. Et je vous remercie. Merci à la France pour son leadership. Linda, avez-vous trouvé les bonnes personnes? Car vous travaillez avec beaucoup de chefs d'État, vous les connaissez. Si vous étiez un joueur d'échecs, qui seriez-vous et quelles seraient les bonnes personnes autour de vous? Quels sont les leviers de politique? Ma vision des choses est la suivante. Les sociétés, les gouvernements ne trouvent pas des personnes, elles trouvent des causes à faire avancer. Donc, travailler dur, trouver du financement en faveur de l'égalité des genres pour réduire les inégalités sont des bonnes causes à financer. D'autre part, j'aimerais vous donner un exemple. Depuis des années maintenant, et notamment depuis après 2015, nous travaillons en faveur d'un budget de réponse au féminisme. Quels objectifs avons-nous atteints? Des investissements publics, 90 millions de dollars américains, on est à plus de 800 millions de dollars d'investissement public en faveur de la perspective du genre. Ce que nous devons faire maintenant, et c'est crucial, c'est de transformer tous ces mécanismes de planification pour avoir un impact sur la société. Pourquoi? Une fois encore, grâce à notre expérience, on s'aperçoit que nous obtenons de très bons chiffres. Nous avançons dans la bonne direction. D'autres doivent suivre notre exemple, mais on voit à quel point des obstacles persistent dans certaines communautés. Et il faut encore voir l'effet plein de ces chiffres au niveau national. Et si ces chiffres au niveau national ne sont pas intégrés dans des cadres politiques le plus rapidement possible, en intégrant cette perspective du genre, alors on pourra perdre cette force derrière les chiffres. Donc, nous devons faire de ces chiffres une réalité pour tenter d'avoir un réel impact sur la société. Autre point que j'aimerais mentionner, au niveau national, on l'observe, mais parfois, nous devons également financer des femmes qui peuvent changer le système de l'intérieur. Et je crois qu'il faut vraiment montrer tous ces exemples qui avancent en ce sens. Et ainsi, je pense qu'on pourra avoir un effet multiplicateur d'autant plus important dans la société. Merci. J'aimerais que tout le monde puisse répondre aux questions. Jackie, la Fondation Gates travaille sur la santé, le genre aux côtés des Nations Unies et toutes ces institutions sont maintenant menacées. Donc, comment évoluez-vous dans ce climat incertain? Oui, effectivement, le contexte a énormément évolué et c'est peu de le dire depuis 25 ans. Et cette année, nous avons dit que nous allons fermer une partie de notre action.
Bill Gates a investi 200 milliards, mais on voit qu'on est dans une course contre la montre. Donc, il faut travailler en matière d'innovation et nous voulons voir quel sera notre héritage dans 20 ans. Et ce sont les dirigeants qui seront là dans 20 ans qui devront rendre notre activité pérenne. Donc, comment faire en sorte que l'innovation puisse émerger aussi vite que possible d'un point de vue de la santé, du côté de la science, de la recherche, du développement. Et il faut veiller à ce que les personnes qui prennent les décisions soient des représentantes de la société. Merci, Jackie. Pedro, vous avez dit que vous êtes, dès que vous dites que vous êtes d'OSP, les gens vous demandent de l'argent. Mais j'aimerais vous poser la question suivante. Si vous deviez demander à la société internationale une chose, quelle serait-elle? Parce que je sais que l'OSF est actif dans de nombreux pays, dans le mien, mais parfois, ça n'est pas suffisant d'avoir la volonté. Donc, si vous deviez envoyer un message à la société internationale en disant « Voilà ce dont nous avons besoin, voilà le soutien dont nous avons besoin de la part des gouvernements », quel serait-il? Tout d'abord, je dirais que c'est le moment d'être courageux. On ne peut observer ce qui se passe à Gaza, aux États-Unis ou en Inde, ou ce qui s'est passé à Rio de Janeiro hier, avec plus de 100 personnes tuées par la police, et penser qu'on peut continuer à vivre notre quotidien comme toujours. Donc aujourd'hui, il nous faut prendre des risques et être conscient que pour continuer à survivre, nous devons accepter les défis qui se présentent à nous, comme les changements de pouvoir ou faire face aux dirigeants au pouvoir. Nous savons que nous devons continuer à avancer en ce sens, et nous avons besoin de personnes puissantes à travers le monde pour être aussi courageux que la population l'a été dans tous ces endroits mentionnés. Ce qu'on observe également dans les zones où nous opérons, c'est qu'il est possible de mettre à mal les pouvoirs autoritaires grâce à la société civile. Comme je l'ai dit, parier sur les femmes dans le cadre de ce processus et aider les femmes à remettre en cause les pouvoirs en jeu est une façon de le faire. À titre d'exemple, on l'a vu en Corée, récemment, des femmes sont descendues dans la rue pour mettre à mal un régime corrompu. Et on peut voir qu'après avoir été dans la rue, on peut voir que la tendance est de revenir à ce qu'on connaît, au statu quo. Donc c'est très facile de faire ça, mais il faut vraiment encourager toutes ces femmes qui remettent en cause ces régimes pour reconstruire la démocratie et les rêves de tout un chacun. Michel, notre gouvernement a accueilli le gouvernement taliban et les femmes n'étaient pas incluses. Mais vous travaillez avec les Nations Unies, vous avez le titre des Nations Unies, donc vous ne pouvez pas partager votre propre opinion d'un point de vue institutionnel. Donc comment naviguez-vous entre ces normes institutionnelles face à ces pouvoirs qui laissent les femmes en dehors de la salle de négociation? Donc comment faire pour que les femmes participent à la réforme aux réformes politiques? Oui, je travaille pour les Nations Unies, mais je suis à la Fondation et nous avons le soutien des Nations Unies, bien évidemment. Et souvent, on nous confond avec les Nations Unies, mais les Nations Unies nous donnent un très bel exemple historique sur lequel on peut se baser. Ces dernières décennies, on ne pouvait pas vraiment faire améliorer plutôt les conditions des femmes
femmes et des jeunes filles, mais il y a eu vraiment un mouvement, des mouvements féministes du monde entier qui se sont rejoints à Mexico City il y a 50 ans. Et ensuite, il y a eu Nairobi, il y a eu Pékin. Et on n'aurait pas pu imaginer ce qu'on a obtenu à Pékin par rapport à ce qu'on avait à Nairobi ou à Mexico. Donc, on peut être satisfaite de ne pas voir les femmes dans la salle, à la table de négociation. Et donc, il faut vraiment que les femmes participent, peu importe ce que cela nous coûte. Les femmes doivent participer à la prise de décision dans tous les forums. Et vous avez le pouvoir d'insister là-dessus. Les Nations unies ont insisté en la matière. Les femmes, les jeunes filles ont également insisté. Et même si c'est complexe, c'est absolument essentiel. Sinon, nous n'avancerons pas. Uma, pourriez-vous nous parler des récits que vous utilisez pour lutter contre les régimes autoritaires, fascistes, peu importe ce que vous les appelez, donc toutes ces horreurs, en fait. Qu'est-ce que vous utilisez? Quels médias utilisez-vous pour lutter contre? Au bout du compte, la politique, avec la politique, il s'agit de toujours raconter des récits, des histoires. Et celles qui fonctionnent, les politiques qui fonctionnent le mieux, ce sont les meilleures histoires. Dans mon pays, on a entendu des très bonnes histoires de Barack Obama, et aussi Cortez. Et on le voit aujourd'hui dans de nombreux médias alternatifs. On voit que la capacité à rester concentré sur quelque chose est très limitée. Et si vous ne captez pas l'attention de quelqu'un en quelques secondes, vous avez raté une opportunité. Donc, pour réussir, vous devez investir cet espace. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis passée à cet espace où on raconte des récits. Et on n'est plus sur Cable News aux États-Unis. On va sur YouTube, sur TikTok et créer des vidéos qui attireront un plus large public, et notamment pour les prochaines générations. Comment peut-on contrer ces régimes? C'est en racontant une histoire à succès. Plusieurs personnes ici présentes l'ont dit, avoir l'infrastructure, le soutien pour le faire est nécessaire. Des centaines de femmes ont perdu leur travail en quelques mois depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce qu'il était plus facile pour elles de s'occuper de leurs propres enfants plutôt que de les laisser entre les mains d'une nourrice. Et d'ailleurs, j'applaudis tous les travaux menés par la Fondation Gates en la matière. Mais en tout cas, actuellement, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre, si ce n'est raconter une très belle histoire à succès pour avancer. Bien évidemment, il y aura toujours de la violence. Et le seul moyen de lutter contre est de raconter une meilleure histoire, plus autonomisante, plus pertinente. Mon mari est ici, il m'a raconté cette histoire plusieurs fois et j'étais sur une scène à Philadelphie le 28 juillet 2016 et Hillary Clinton avait remporté la nomination pour être la première femme nommée candidate à la présidence des États-Unis. Et on pensait que ça marcherait, mais ça a été un choc. Et je me suis rappelé ce niveau d'engagement, de possibilités. Et au bout du compte, cette histoire est ce qui va nous faire avancer, ce qui fera avancer nos enfants. Avant de revenir vers vous, Pedro, pourriez-vous réfléchir à une réponse en 30 secondes pour savoir comment vous luttez contre ces tendances actuelles? Pedro, je dois continuer. Il y a une autre question que je devais poser, je crois, non? Matt, plutôt. Pouvez-vous me dire comment la Fondation Aga Khan fonctionne malgré un contexte politique très incertain? Comment travaillez-vous en matière de santé, d'éducation? Je crois que c'est la seule ONG qui travaille dans ce secteur si fragile et qui mène tous les travaux que vous menez.
On n'en parle pas beaucoup, je dois dire déjà. Et j'entends par là que nous travaillons nous évoluons dans des contextes très difficiles. On travaille avec des femmes dans des zones très difficiles à travers le monde. Comment y parvenons-nous? Cela fait longtemps que nous sommes présents sur place. Nous sommes une organisation non politique, non gouvernementale, et nous sommes engagés envers les personnes, des hommes, des femmes, dans ces pays, dans les zones où nous travaillons. Et cela est très clair, et cela depuis des décennies. Et nous avons essayé également de créer des institutions, créer ces institutions, ces groupes communautaires qui sont là, que l'on soit présent ou non. Ils continuent de travailler. Aujourd'hui, en Afghanistan, par exemple, il y a environ 6 000 groupes de secours aux femmes qui fournissent des services dans les différents villages. Et ils n'ont pas besoin de nous. On les a aidés à créer ce groupe, on les a formés, mais maintenant, elles travaillent seules. Et les investissements faits par la communauté en Afghanistan ou ailleurs sont des choses qui permettent de voir des travaux émerger et perdurer. Donc, nous investissons dans les personnes en local et ce sont elles qui travaillent. Et donc, c'est vraiment une approche du bas vers le haut, donc ascendante. Et donc, pour ce qui est des autorités, nous essayons de leur faire comprendre que notre objectif est de promouvoir le travail des populations en local. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est ce que nous avons fait. Chapeau bas. Linda, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Comment luttez-vous? Vous avez 30 secondes. Lorsque je vois des femmes qui sont de mieux en mieux éduquées, cela me donne beaucoup d'espoir. Et je vois que les secteurs dominés par les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient. On a eu une ministre de la Défense qui était une femme il y a 2 ans. Et cela me donne de l'espoir, notamment lorsque je réfléchis aux appareils numériques qui peuvent faciliter la vie des femmes dans les ménages, mais parfois j'ai peur parce que je vois que ce sont les femmes qui mènent toujours la danse à la maison en termes de tâches ménagères. Je me demande comment l'IA pourrait améliorer le marché du travail pour les femmes, mais par la même occasion, une fois encore, j'ai un peu peur, car les femmes sont très préoccupées par la vérité, par les bénéfices actuels de ce type de technologie, et on voit que 70% des femmes sont victimes de violences en ligne. Mais j'ai tout de même de l'espoir pour les jeunes femmes. Elles sont merveilleuses. Et je pense qu'on doit davantage les écouter parce qu'elles ont les recettes du succès. Je ne sais pas si ma génération écoute vraiment ces jeunes femmes, ces jeunes filles. Donc, il faut leur donner cet espace maintenant, car le monde numérique dans lequel nous évoluons et le monde de l'IA ne peut être géré que par elles, de manière efficace et d'une manière que nous ne pourrions le faire. Merci beaucoup. 30 secondes. Je peux le faire. En mars cette année, la Commission sur le statut des femmes aux Nations unies, contre toute attente, ça a coûté très cher, etc. Mais tous les couloirs étaient remplis de femmes militantes, féministes. Elles ont dansé, elles ont chanté, elles ont insisté sur leurs besoins. C'était merveilleux. Le monde a beau être compliqué, elles s'en fichaient. Et vous devriez venir la prochaine fois. Pour moi, je dois dire que j'ai un garçon de 13 ans qui me donne de l'espoir. Il est très optimiste quant à son avenir et c'est merveilleux de le voir au quotidien. Et mon partenaire qui passe sa vie sur la ligne de front, il lutte pour ce qui est juste.
Et je suis très fière d'évoluer dans ce monde à ses côtés. Et je vais au travail le matin et je m'intéresse à la prochaine génération de femmes qui va faire de grandes choses. Et je crois que c'est la meilleure chose qui soit. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, il y a eu le forum sur la diplomatie féministe organisé ici en France et contre toute attente, nous avons adopté une déclaration très ambitieuse où nous avons mentionné les femmes, le genre, les minorités et qui a été soutenue par une trentaine de pays du Nord et du Sud. Et si vous n'avez pas encore soutenu cette déclaration, vous avez des devoirs à faire. N'hésitez pas à dire à vos gouvernements qu'il faut que vous souteniez cette déclaration sur la diplomatie féministe et que ce n'est pas quelque chose de français ou d'occidental et que nous sommes tous préoccupés par cette question et qu'on doit tous y réfléchir. L'action permet l'espoir. Et à chaque fois que je vais dans les endroits dans lesquels nous opérons et que je vois des personnes sur le terrain et qu'on voit des femmes qui sont maîtres de leur propre destin, cela vous donne de l'énergie, de l'espoir. Et je pense que nous tous avons un rôle à jouer en la matière. Personnellement, j'ai de l'espoir grâce aux professionnels de la santé. 70% du personnel de santé sont des femmes, mais seulement 20-25% ont des conditions de travail décentes. Et à chaque fois que je vois que les femmes avancent et qu'elles sont invitées à des réunions de plus haut niveau, par exemple, eh bien cela est source d'inspiration pour moi. J'ai beaucoup d'espoir quand je vois les femmes, les réseaux de femmes qui voient le jour en Amérique latine, des milliers de femmes qui se rejoignent, qui voient comment elles peuvent se protéger, ou encore en Afrique, ou en Asie, des femmes qui font tout ce qu'elles peuvent pour lutter contre certains régimes. Cela me donne de l'espoir. Et c'est merveilleux de voir qu'elles peuvent rêver d'un autre avenir. J'aimerais tous et toutes vous remercier. En français, on dit « on ne lâche rien ». Cette session parlait de donner plus de flammes aux femmes. Et je dirais très bien, mettez-vous de côté et écoutez ces femmes. Faites du suivi de tout ce que vous êtes en train de faire et trouvez d'autres endroits pour collaborer.